Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce 13h en ce vendredi 28 décembre 2012. Une intervention militaire aura bien lieu dans le nord du Mali dès que les conditions seront réunies et que les autorités travaillent à cela. Ces propos ont été tenus par le Premier ministre Django Sissoko lors de la rencontre qu'il a eue avec les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Yahi Boni du Bénin. Le Premier ministre a également saisi cette occasion pour réitérer le soutien des chefs d'État au Mali, nos envoyés spéciaux à Abidjan et à Cotonou, Aboubacar Traoré et Amadou Sankari. Ce soir à Abidjan avec le président Alassane Dramane Ouattara ou à Cotonou avec le président Yahi Boni, le message dont le Premier ministre était porteur n'a pas changé. Il s'agissait de saluer les chefs d'État pour les efforts qu'ils déploient pour la recherche des solutions à la crise que connaît le Mali, mais surtout réitérer davantage leur appui à ce processus. À la question de savoir à quand une intervention militaire et la tenue d'élections au Mali, le Premier ministre répond. On peut faire confiance en cette intervention. Elle aura lieu dès que les conditions seront réunies, mais nous ferons en sorte que ces conditions soient réunies le plus rapidement possible. Et les élections seront organisées dès que les mêmes conditions seront réunies. Auparavant, le Premier ministre a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien Daniel Kablan Duncan. Ici, Maliens et Ivoiriens ont passé en revue l'état de coopération entre les deux pays. C'est ainsi qu'il a été question en matière d'électricité de l'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire, un projet bien avancé, de la relance des activités d'Air Ivoire dans notre pays. Les deux parties ont également souhaité la tenue des travaux de la commission mixte courant premier trimestre de l'année 2013. À Cotonou, Django Sissoko a eu également un tête-à-tête avec le médiateur de la République du Bénin, Albert Tchéoudjiré. Retour à Bamako où il a été également question de la reconquête des régions occupées et d'élections pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il n'y aura pas d'élection avant la reconquête. Tchéma Hubert Koulibaly était face à la presse hier. Il avait à ses côtés son collègue chargé de la communication, porte-parole du gouvernement. Les deux ministres sont venus partager avec les journalistes le contenu de la résolution 2085 votée récemment par le Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Reportage de Ibrahima Traoré. La diplomatie malienne s'active sur la scène internationale pour expliquer et défendre le point de vue du Mali sur la crise que traverse le pays. Le dernier acte posé, l'obtention du vote unanime de la résolution 2085 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le contenu du document est jugé vide par beaucoup d'observateurs. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ne manque pas d'arguments pour se défendre. L'ONU dit nous sommes d'accord pour que les pays se coalisent autour du Mali pour aider le Mali à revenir dans sa république, à revenir dans son territoire, à revenir dans son unité. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, dans cette coalition, nous vous autorisons à déployer une force militaire. Et elle va plus loin. Elle dit, nous allons créer un fonds spécial qui va sécréter les moyens dont le Mali aura besoin, dont les amis du Mali auront besoin, pour le déploiement de cette force. Et enfin, la résolution dit aussi qu'elle autorise les États membres à passer des accords de manière bilatérale avec le Mali pour aider à régler notre problème. À ce point de presse, il s'est agi de la réticence de l'Algérie pour une intervention militaire, mais aussi du dialogue avec certains groupes armés. Les journalistes veulent savoir à quand l'ouverture des négociations, avec qui et sur quoi concrètement. Il faudrait qu'ils soient maliens. Il faudrait qu'ils s'inscrivent dans les principes républicains. Comme on l'a dit, l'intégrité n'est pas négociable, la laïcité n'est pas négociable. C'est à partir de ces éléments, ces fondamentaux, que nous appelons préalables, qu'on peut en ce moment chercher à savoir quel sera l'objet du dialogue. Les deux ministres rassurent que le Nord sera libéré et des élections crédibles se préparent, mais se tiendront seulement après la reconquête totale des régions occupées. Le gouvernement tiendra parole, martèle le ministre Koulibaly. Nous ne sommes pas un gouvernement de menteurs. Nous disons ce que nous pensons et nous pensons ce que nous faisons
et nous disons ce que nous faisons. Tout est clair. On ne cache rien derrière. C'est dans cette dynamique que le gouvernement entend travailler pour convaincre davantage la communauté internationale à agir vite au Mali, car la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade chaque heure qui passe. La CEDEAO renforce les capacités de la société civile malienne en matière de culture de la paix. Elle a initié à cet effet une rencontre pour mettre en place un schéma directeur qui implique les organisations de la société civile dans la stratégie du dialogue politique et de l'intervention militaire contre le terrorisme et le narcotrafic au Mali. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. La CEDEAO est consciente du rôle que joue la société civile dans la vie publique. Fort de ce constat, cette organisation sous-régionale a décidé de rencontrer les forces vives afin de mieux situer leur rôle et leur place dans la dynamique de sortie de crise. Cette rencontre vise tout simplement à faire une évaluation de la transition telle qu'elle s'est passée jusqu'ici. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qu'est-ce que la société civile aurait dû faire et n'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour que le reste de la transition se passe normalement? Et dans le cadre du dialogue politique, quels sont les aménagements à mettre en place? Et puis, en cas d'intervention précisément, sur quoi nous pouvons nous baser pour que la société civile nous serve de partenaire incontournable de la gestion des conséquences collatérales qui pourraient en découler. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a invité les forces vives à profiter de ces échanges pour prospecter les pistes d'un dialogue politique inclusif. Les débats d'aujourd'hui doivent aboutir à la mise en place d'un schéma d'implication des organisations de la société civile dans la stratégie du dialogue politique et de l'intervention militaire contre le terrorisme transnational et les narcotrafics. Le ministre a salué les efforts inlassables abattus par la CEDEAO aux côtés de l'Union africaine et d'autres partenaires du Mali depuis le début de la crise. Ces efforts ont abouti à l'adoption de plusieurs résolutions onusiennes en faveur du Mali, dont celle du 20 décembre qui autorise le déploiement d'une mission internationale de soutien à notre pays. Toujours hier, le 6e programme de volontariat de l'APEJ a été lancé. Pour le contingent 2013, 3000 jeunes vont faire des stages de qualification dans différents services publics et parapublics, ONG et organisations fêtières. Depuis sa création en 2005, l'APEJ a fait bénéficier à plus de 12 000 jeunes des stages de qualification. Reportage de Mahamadou Doumbia. Avec le lancement officiel de ce 6e programme, 3000 jeunes volontaires de l'APEJ vont bénéficier d'un stage de qualification d'une durée de 12 mois pour l'année 2013. Ces stages vont se faire dans des services publics et parapublics, des ONG et organisations fêtières. Mais avant la signature des documents y afférents, chaque volontaire doit prêter serment. Je m'engage à mettre à la disposition des services publics d'État et des ONG mes qualités intellectuelles et morales et servir comme volontaire. 2. Je m'engage solennellement à respecter et à faire respecter les valeurs citoyennes de la République du Mali durant toute la période du volontariat. Je m'engage sur l'honneur à respecter scrupuleusement les règles de fonctionnement de mon service d'accueil. Veuillez lever la main droite et dites « Je m'engage ». Je m'engage. Ici et maintenant, nous donnons notre parole de mériter amplement de la confiance placée ainsi en nous et à honorer la jeunesse malienne par le don de soi et l'effort constant de se former. Le coût de ce 6e programme est chiffré à plus d'1,734 800 000 francs CFA et les diplômes des volontaires varient du CAP au BT, au DUTS en passant par la licence, la maîtrise et le doctorat. Les partenariats stratégiques qui existent déjà entre nous et avec l'ensemble des jeunes volontaires formeront la pierre de touche de notre réussite commune. Je formule le vœu que cette nouvelle vague de volontaires serve aujourd'hui de tremplin et qu'elle nous aide à renforcer les réseaux qui nous unissent et sur lesquels nous comptons pour aller de l'avant dans les années à venir. Depuis 2005, l'Agence pour l'emploi des jeunes a offert à plus de 12 000 jeunes des stages de qualification et 49% des jeunes des 3 premiers programmes ont eu un emploi dans différentes structures.
vous devez vous adapter, prendre des initiatives et vous engager à acquérir le goût du travail bien fait, le sens de la rigueur, de la discipline, afin de réussir votre intégration dans la société et surtout dans la solidarité. L'Agence pour l'emploi des jeunes a pour mission, entre autres, la création d'emplois, la facilitation de l'accès au marché du travail, l'appui aux jeunes du monde rural et la facilitation de l'accès au crédit. Hors de nos frontières politiques en Égypte, après l'adoption de la nouvelle constitution, le président Mohamed Morsi tente de tendre la main à l'opposition qui la refuse. À 2 mois des élections législatives, les Égyptiens sont plus que jamais divisés. C'est désormais à la chambre haute du Parlement égyptien, dominée par les islamistes, qu'en revient la totalité du pouvoir législatif après l'adoption de la nouvelle constitution égyptienne. Le président Mohamed Morsi l'a officiellement promulgué hier au Caire, avant de s'adresser à la nation. J'ai décidé d'exécuter la volonté du peuple et d'offrir à l'Égypte cette constitution qui permettra de stabiliser le pays, d'ouvrir la porte au développement et à l'équité sociale. Mohamed Morsi a annoncé un prochain remaniement gouvernemental pour répondre à la grave crise économique qui frappe le pays, puis il a renouvelé son offre de dialogue à l'opposition. L'opposition égyptienne a aussitôt rejeté l'offre du chef de l'État. Le Front de Salut National reproche à la nouvelle constitution d'ouvrir la voie à une islamisation accrue de la législation. Il appelle les Égyptiens à maintenir la pression contre le président Morsi. Le Front de Salut National invite les Égyptiens attachés à la révolution à protester énergiquement à l'occasion du 2e anniversaire de la révolution et à se rassembler place Tahrir le 25 janvier prochain. Les Égyptiens restent plus que jamais divisés à 2 mois des élections législatives prévues en février 2013. Les tensions politiques se doublent d'une grave crise économique marquée par une forte baisse des recettes du tourisme et un effondrement des investissements étrangers. La bourse égyptienne a perdu 2 milliards de livres égyptiennes depuis l'annonce des résultats du référendum. Un tour dans le monde en bref avec 4 sujets, parmi lesquels l'état de santé de l'ancien président américain George Bush père. Et tout de suite, direction la Russie, où les députés viennent d'adopter la résolution qui interdit l'adoption d'enfants russes par les citoyens américains. Les Américains interdits d'adoption en Russie. Les 143 sénateurs russes ont approuvé à l'unanimité le projet de loi, malgré les critiques de certains ministres et de défenseurs des droits de l'homme. Une loi en forme de représailles contre Washington et sa liste Magnitsky qui sanctionne des responsables russes impliqués dans des violations des droits de l'homme. Première conséquence de cette loi, 46 enfants russes qui devaient être adoptés par des familles américaines resteront en Russie. George Bush père en soins intensifs, âgé de 88 ans, l'ancien président américain qui souffre d'une bronchite est hospitalisé depuis plus d'1 mois. Ces dernières heures, son état de santé s'est détérioré. George Bush père a gouverné les États-Unis entre 1989 et 1993. Son unique mandat est marqué par la première guerre du Golfe contre l'Irak. Il avait envoyé des troupes américaines chasser du Koweït les troupes de Saddam Hussein. Le réveil du volcan San Cristobal au Nicaragua, situé à 135 km de la capitale, le volcan expulse depuis hier du gaz, des cendres et du sable, des signes inquiétants qui ont poussé les autorités à déclencher l'alerte jaune. Une évacuation préventive de 300 familles a également été décidée, mais beaucoup d'habitants refusent toujours de quitter leur exploitation. Centre commercial de Shanghai en pleine journée. L'image est impressionnante. L'explosion d'un aquarium géant sous les yeux ébahis des visiteurs. En cause, le matériel trop vétuste. L'accident a fait 16 blessés légers et causé des dégâts matériels.
Les pensionnaires de l'aquarium, eux, ont eu moins de chance. 3 requins et une douzaine de tortues n'ont pas survécu. Retour sur le continent, nous allons à Gorée où les guides touristiques se plaignent d'une baisse d'activité. Pour mieux comprendre le problème, allons tout de suite en Gorée, au large de Dakar, au Sénégal. Chaque jour, des centaines de personnes débarquent en chaloupe à Gorée. Des touristes, des visiteurs nationaux venus à la découverte de l'île. Dès qu'ils mettent pied à terre sur l'île située au large de Dakar, ils sont pris d'assaut par des guides. Des guides pas forcément professionnels, mais officiels, car reconnus comme tels par les autorités de l'île. Ils font visiter Gorée contre quelques billets négociés avec Bagou. Et les affaires marchent car l'île, symbole de la traite négrière, attire des chercheurs, des curieux, qui veulent en peu de temps repérer les lieux, se faire une idée de la pratique du commerce triangulaire. Pape Abdoulaye Gueye est l'un de ces guides. À 53 ans, il est marié et père de famille. Il est né à Gorée, il y a grandi. Ce bout de terre de moins d'1 kilomètre carré n'a aucun secret pour lui. Déjà présente la carte géographique de cette île mémoire, plein d'histoire, 300 ans d'histoire avec l'esclavage, mais aussi au-delà même justement de l'esclavage. Être guide à Gorée est donc une activité en soi qui peut rapporter 8 000 francs CFA par client. 1/10 de la somme est reversée au syndicat d'initiative et de tourisme de l'île et à la mairie. 15 ans que Pape Abdoulaye Gueye gagne ainsi sa vie. Mais il constate ces dernières années une baisse d'activité et de ses revenus. La cause, des guides clandestins, selon lui, qui sont 3 fois plus nombreux que les officiels. Il y en a beaucoup plus qui le font et même qui gagnent même plus que nous. Souvent, il y a des gens qui sont satisfaits de la prestation et qui donnent le pourboire. Heureusement qu'il y a le pouvoir. Les guides de Gorée souhaitent aujourd'hui que l'État s'implique davantage pour assainir la corporation et relancer le tourisme. Retour à l'actualité nationale avec un mot de sport, football. Championnat national de Ligue 1, la Fédération malienne de football met son calendrier à jour. Elle a programmé hier le match en retard de la première journée du Libacé face au stade Modibo Keïta. Une rencontre qui s'est soldée d'ailleurs par un match nul d'un but partout. Tiragatou Sissi. L'Union sportive des forces armées et de sécurité du Mali, USFAS, au relais de son sacre continental en camp foot à Abidjan, Côte d'Ivoire, effectue donc sa toute première apparition en Ligue 1. L'USFAS, promu d'ailleurs cette saison dans l'élite, après avoir purgé un an en 2e division, était attendu au tournant face au Djoliba AC, le champion sortant. Cette affiche est au contre de la première journée en retard. Une rivalité légendaire existe entre ces deux formations. C'est pourquoi la bataille est d'une densité féroce. Le Djoliba a pris l'USFAS à la gorge, comme en atteste le but de Nikon Dao à la 12e minute sur un corner bien travaillé par le capitaine Issa Traoré. Au 2e acte de jeu, les USFASiens subissent. Nikon Dao, coup sur coup, aux 54e minute et 55e minute, manque l'immanquable. L'USFAS, au prix d'une débauche d'énergie, égalise à la 82e minute par Adama Traoré. Le meilleur buteur de la camp foot se joue la défense djolibiste pour tromper le gardien Cheikh Abdul Kadri Si, désormais numéro 1, suite au départ d'Ali Yirango à Marseille en France. Score final, 1 but partout. D'abord, c'est une déception parce que si vous avez vu la première mi-temps qu'on a fournie, je pense que c'est un match qu'on pouvait quand même gagner. Ils n'ont pas eu pratiquement d'occasion. Nous, en 2e mi-temps, on n'a pas quand même encore profité de nos occasions parce qu'on a eu pas mal d'occasions. Le système que je leur ai donné en première mi-temps, réellement, ils ont un peu failli à ça. Quand on accepte quand même de jouer derrière, donc subitement, tu es dominé. Donc à la mi-temps, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit que le Djoliba est un grand club. Donc quand tu acceptes quand même de jouer derrière, tu vas subir le match. Le Djoliba AC et l'USFAS se sont loupés, comme lors de la saison 2010-2011. Voilà, cette page sport met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h. Ce soir, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne les oublions pas. Bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.